En juillet prochain, une simple poignée de main à Berlin pourrait bien redessiner toute la carte énergétique de l'Europe et même forcer un réalignement diplomatique majeur en Afrique du Nord. Ouais, un réalignement qui pourrait potentiellement isoler la France sur des dossiers historiques, c'est pas rien. Ah ça, c'est sûr. L'exploration en profondeur d'aujourd'hui se concentre sur un document stratégique récent, un texte qui détaille les dessous d'une rencontre vraiment explosive. Tout à fait, on parle de la visite d'État du président algérien Abdelmajid Tebboune en Allemagne, qui est prévue pour le 16 juillet. Exactement. Et c'est une visite qui répond à l'invitation expresse du président allemand, Frank-Walter Steinmeier. D'ailleurs, la date a été officiellement confirmée par l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie, Georges Fisheim. Bon, décortiquons tout ça. Avec plaisir. Parce que l'enjeu de cette analyse, c'est de comprendre pourquoi cette date du 16 juillet n'est pas juste une formalité inscrite à l'agenda diplomatique, tu vois. C'est clair que c'est bien plus qu'une simple visite de courtoisie. Ah oui. En synthétisant les informations de ce texte, notre mission est de voir comment la quête désespérée de nouvelles énergies est en train de bousculer des équilibres traditionnels, des équilibres qu'on pensait figés depuis des décennies. Et le document source qu'on a sous les yeux utilise des termes extrêmement forts pour décrire les conséquences de ce rapprochement. C'est assez frappant. Très frappant, oui. Et nous allons disséquer la mécanique de ce basculement, sans bien sûr prendre parti dans les rivalités politiques qui y sont mentionnées. On reste de purs observateurs. Absolument. Parce que pour quiconque s'intéresse aux coulisses de la géopolitique, ce texte est fascinant. Il démontre que la diplomatie contemporaine, ça se fait plus seulement autour de cartes d'état-major. Non, ça se joue désormais autour de plans d'infrastructures énergétiques. C'est ça. Le point de départ de ce séisme, selon notre source, c'est un besoin vital de l'Allemagne, la plus grande puissance industrielle d'Europe. Et là, on parle spécifiquement de l'hydrogène vert. L'hydrogène, c'est vraiment le cœur absolu de ce partenariat. Mais pour bien saisir l'ampleur du bouleversement, il faut comprendre pourquoi l'Allemagne se tourne spécifiquement vers l'Algérie et avec une telle intensité. Parce que c'est un peu comme si l'Allemagne cherchait à changer le moteur de toute son économie pour passer au vert et que l'Algérie lui remettait directement les clés de ce nouveau moteur, non? C'est une excellente image. Le texte indique que l'Allemagne parie sur cette visite pour faire de l'Algérie son principal fournisseur d'hydrogène. Or, produire de l'hydrogène dit vert, c'est technologiquement et physiquement très exigeant. Bah oui, il ne suffit pas de forer un trou dans le sol pour qu'il jaillisse, comme on le ferait pour du pétrole. Exactement. C'est la grande différence. On ne l'extrait pas, on le fabrique. C'est l'électrolyse, c'est ça, pour séparer l'hydrogène de l'oxygène dans l'eau. Et pour ça, il faut des quantités astronomiques d'électricité. Oui, des quantités faramineuses. Et le point crucial, c'est que cette électricité doit elle-même être propre, sinon l'hydrogène n'est pas vert. Et c'est là qu'est le nœud du problème allemand, du coup. Tout à fait. Leur industrie a besoin de volumes d'hydrogène gigantesques pour se décarboner. Mais l'Allemagne n'a ni l'ensoleillement nécessaire, ni les immenses espaces terrestres pour installer les parcs solaires et éoliens qu'il faudrait. C'est ça. À l'échelle suffisante, c'est impossible. L'Algérie, en revanche, possède l'un des potentiels solaires les plus vastes au monde, grâce au Sahara. Sans parler de leurs milliers de kilomètres de côtes pour l'eau, j'imagine. Oui, et surtout, et c'est un atout majeur, des gazoducs existants sous la Méditerranée. Avec des adaptations techniques, ces infrastructures pourraient potentiellement transporter cet hydrogène vers l'Europe. Donc en fait, la géographie dicte carrément la diplomatie. L'Algérie a littéralement le soleil et l'espace que l'Allemagne n'a pas. Exactement, mais le document source souligne que ce n'est pas juste un accord commercial classique. Ouais, si on essaye de visualiser ça, c'est plus comme aller acheter son pain à la boulangerie tous les matins en espérant qu'il y en aura. Là, l'Allemagne est en train de financer la construction de la boulangerie. Ouais, c'est tout à fait ça. Elle importe les fours de pointe, elle forme les boulangers sur place et elle ouvre un compte bancaire commun avec le gérant. C'est une très bonne métaphore. D'ailleurs, le texte utilise une expression très forte à ce sujet. Il dit que la sécurité énergétique de l'Allemagne va devenir organiquement liée à la production algérienne. Organiquement liés, ah oui, les mots ont un sens. Et cette notion d'intégration organique, c'est vraiment la clé de lecture principale. Ce qui est fascinant ici, c'est la profondeur de l'engagement allemand décrit par la source. L'objectif, c'est plus la simple importation d'une ressource brute. On parle de quoi alors D'usines sur place? Le document parle explicitement de la localisation des industries allemandes en Algérie. Et ça va loin, ça inclut l'accompagnement et le financement de start-up algériennes. Ah ouais, carrément. Oui, le soutien massif à la recherche scientifique locale et l'implantation de véritables pôles d'excellence technologique. Donc c'est un changement de modèle complet. Au lieu de concevoir la technologie en Europe et de juste pomper la ressource en Afrique, on déplace le centre de gravité technologique directement à la source. C'est tout à fait ça. Et les conséquences économiques sont massives pour le pays hôte.
Cette stratégie transforme l'Algérie, qui était surtout perçue comme un exportateur d'hydrocarbures classiques, en une véritable base industrielle de pointe. Et ça, pour l'Afrique du Nord, c'est majeur. Absolument. L'Allemagne lie son propre avenir industriel au développement socio-économique et technologique de l'Algérie. C'est un mariage d'infrastructures sur plusieurs décennies. Mais attends, si on suit cette logique jusqu'au bout, on arrive sur un terrain un peu miné, non? C'est-à-dire? Si l'Allemagne investit des milliards d'euros dans des infrastructures physiques sur le sol algérien, des centres de recherche, des pipelines, elle ne peut pas faire ça si la région est instable. Tu as mis le doigt dessus. Et le document va d'ailleurs exactement dans ce sens. L'économie force l'alignement politique. Ouais, on n'investit pas des milliards au milieu du chaos. C'est la transition inévitable dans ce genre de partenariat symbiotique. On ne lie pas son économie de manière aussi intime à un autre État sans avoir une confiance absolue dans sa stabilité. Et sans partager à minima une vision commune de la sécurité régionale, j'imagine. Exactement. Mais là, je dois vraiment faire une pause et jouer l'avocate du diable. S'aligner sur des dossiers brûlants de la politique étrangère algérienne juste pour sécuriser de l'hydrogène, c'est un risque diplomatique insensé pour Berlin, non? Ça en a l'air sur le papier. Surtout que l'Allemagne est d'habitude extrêmement prudente, presque frileuse quand il s'agit de s'immiscer dans des conflits hors de ses frontières. Et encore plus au Maghreb, où d'autres pays européens ont traditionnellement le leadership. Oui, on pense à la France ou à l'Espagne. Mais ce risque apparent, c'est justement ce qui rend notre source si révélatrice de la nouvelle hiérarchie des priorités mondiales. Donc l'énergie passe avant la vieille diplomatie. Clairement, le texte affirme très clairement que cette visite de juillet va consacrer une entente algéro-allemande sur des dossiers régionaux extrêmement lourds. Il cite spécifiquement le Sahel et la Libye. Ce qui, d'un point de vue purement pragmatique, a du sens. Le Sahel et la Libye partagent d'immenses frontières poreuses avec l'Algérie. Tout à fait. Si le Sahel s'embrase davantage, aussi la Libye s'effondre totalement. Les infrastructures énergétiques algériennes et donc l'approvisionnement allemand sont potentiellement menacés. L'Allemagne a besoin que l'Algérie tienne la région d'une main de fer. Exactement. La sécurité physique des investissements prime sur le reste. Mais le texte franchit un palier supplémentaire. Et c'est là que le séisme diplomatique se produit vraiment. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils annoncent de plus? La source mentionne qu'il y aura un accord sur ce qu'elle qualifie de, je cite, « cause juste », en vertu de la légitimité internationale. Et elle nomme explicitement les questions palestiniennes et sahraouis. Ouh, waouh! C'est monumental, ça. Surtout la question du Sahara occidental. Ah oui, c'est explosif. C'est le point de friction absolu au Maghreb. La ligne rouge diplomatique par excellence qui oppose frontalement l'Algérie et le Maroc. Complètement. En général, les pays européens marchent sur des œufs concernant ce dossier pour ne froisser ni Rabat ni Alger. Si l'Allemagne, qui est quand même le moteur de l'Union européenne, commence à trouver un terrain d'entente poussé avec l'agenda algérien là-dessus, c'est une rupture majeure. Et si on relie cela à la vue d'ensemble, l'analyse devient vraiment vertigineuse. Le document souligne d'ailleurs un autre fait crucial. Lequel ? Ce rapprochement spectaculaire avec Berlin survient peu de temps après un autre rapprochement très significatif de l'Algérie avec Washington. On voit se dessiner une dynamique très claire. Donc on a Washington d'un côté, Berlin de l'autre. Les poids lourds mondiaux se positionnent clairement. Voilà. Le texte indique en filigrane que ces grandes puissances, face à l'urgence de la transition énergétique et aux besoins impérieux de stabilité en Afrique du Nord, elles ont fait leurs calculs. Elles ne peuvent plus ignorer la géographie. C'est ça. Elles reconnaissent désormais l'Algérie non plus comme un simple acteur régional parmi d'autres, mais comme le partenaire incontournable. Le message implicite du document, en fait, c'est que pour sécuriser l'avenir énergétique de l'Europe et endiguer le chaos au Sahel, la route passe désormais presque exclusivement par Alger. Oui. Et le prix à payer pour l'Allemagne, c'est d'accepter d'intégrer les priorités géopolitiques algériennes à sa propre stratégie. C'est vraiment le triomphe du pragmatisme sur les vieilles habitudes diplomatiques. Mais en géopolitique, quand une nouvelle alliance attire toute la lumière et les capitaux, elle crée forcément de vastes zones d'ombre pour ceux qui n'en font pas partie, non ? C'est inévitable. Toute nouvelle concentration de puissance engendre un effet d'éviction. On ne modifie pas le centre de gravité d'une région sans provoquer d'énormes secousses chez les voisins et les anciens alliés. Exactement. Et c'est un point sur lequel notre document source s'attarde avec une insistance très particulière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et honnêtement, c'est assez saisissant à la lecture. Le vocabulaire employé par la source pour décrire l'impact de cet accord algéro-allemand est d'une violence diplomatique rare. Les mots sont extrêmement tranchants, oui. Il faut qu'on prenne le temps d'analyser ces mots.
Le texte affirme noir sur blanc que, par cette alliance, l'Algérie, je cite, assiège la France économiquement et diplomatiquement. Assiéger la France. C'est fort. Et ça ne s'arrête pas là. Il parle de l'annonce de la visite de juillet comme d'un événement ayant provoqué un état de, je cite encore, confusion et un choc chez les ennemis de l'Algérie. Et il enfonce le clou en affirmant que les adversaires régionaux se retrouvent plongés dans un isolement diplomatique total. La sémantique est complètement martiale. On parle de siège, d'ennemi, de choc, d'isolement. On n'est plus du tout dans le langage feutré des chancelleries. C'est une déclaration de victoire totale. Et c'est justement le moment idéal pour faire une petite parenthèse méthodologique indispensable. Oui, c'est très important de le rappeler. Pour bien comprendre notre démarche, il est crucial de souligner que notre rôle ici est celui d'analyste qui observe un phénomène. Nous rapportons scrupuleusement la terminologie de cette source, car c'est notre matériau brut. Tout à fait. Donc, en citant des termes comme ennemis, adversaires régionaux ou en parlant d'assiéger la France, nous n'entérinons absolument pas ces caractérisations politiques. Non, on ne prend aucunement parti dans ces rivalités historiques ou actuelles. Voilà. Ce qui nous intéresse est d'utiliser ces mots comme un microscope pour observer la psychologie et la stratégie qui sous-tendent la présentation de cette alliance. Pourquoi utiliser un tel langage ? C'est une excellente question, parce qu'en diplomatie, l'usage d'une rhétorique aussi clivante et triomphaliste obéit toujours à une rationalité très précise. Ce que nous observons ici, c'est la construction minutieuse d'un discours de puissance absolue. C'est-à-dire ? C'est pour montrer les muscles. En partie ? En proclamant l'isolement total de ses rivaux et en utilisant le terme « assiégé » concernant une ancienne puissance coloniale comme la France, le document cherche à projeter une image de souveraineté et d'hégémonie incontestable. Mais à qui s'adresse réellement ce message en fait ? À la population locale pour des raisons de politique intérieure ou au reste du monde ? Aux deux, sans doute. Mais l'impact international est fondamental. Pensez aux investisseurs mondiaux. Les capitaux ont horreur de l'incertitude. Ça, c'est la règle d'or de l'économie. Exactement. En diffusant le narratif selon lequel l'Algérie est l'unique vainqueur du grand jeu régional, qu'elle a écarté toute concurrence ou ingérence étrangère, le texte envoie un signal très clair aux marchés mondiaux. Un signal du genre « la stabilité est ici, chez nous ». C'est ça. L'ordre régional est dicté par nous. Vos milliards d'investissements pour la transition énergétique seront en parfaite sécurité sur notre sol, car nous sommes la puissance dominante sans contestation possible. C'est d'une logique implacable. C'est vraiment du marketing géopolitique à grande échelle. Et ça se confirme par les autres termes utilisés dans le texte, qui sont tout aussi péremptoires, mais dans le positif cette fois. Oui, la valorisation de soi est totale. Le document décrit l'Algérie comme la seule destination crédible de la région. Il parle d'un État leader, il utilise même l'expression de force de frappe. C'est très imagé. Et il conclut sur une image très forte. Le président algérien se rendrait à Berlin en possédant, je cite, toutes les cartes gagnantes pour imposer sa propre vision. Cette idée de détenir toutes les cartes gagnantes, ça symbolise parfaitement le renversement asymétrique que tente de démontrer le texte. Un renversement par rapport à l'histoire, tu veux dire ? Oui. Historiquement, les relations entre le continent africain et l'Europe ont souvent été marquées par une asymétrie. Les pays du Nord dictaient généralement les conditions des investissements ou de l'aide au développement. Ah oui, le schéma classique. Et là, la rhétorique affirme que le rapport de force est inversé, ou au minimum qu'il est totalement rééquilibré. On n'est plus du tout dans le registre du pays émergent qui vient demander des faveurs à l'Europe, quoi. C'est plutôt, vous avez un besoin existentiel de notre énergie verte pour sauver votre industrie. Donc c'est nous qui allons fixer les règles du jeu diplomatique. Exactement. En s'alliant d'égal à égal avec le géant économique allemand sur la technologie la plus stratégique du XXIe siècle, c'est-à-dire l'hydrogène, l'Algérie déclare la fin définitive des vieilles tutelles géopolitiques, du moins selon la lecture de ce document. C'est fascinant. Et le plus révélateur dans toute cette affaire, c'est peut-être pas tant que la source algérienne tienne ce discours, c'est de bonne guerre après tout. Non. Le plus révélateur, C'est que l'Allemagne semble accepter de jouer le jeu. c'est ça, le vrai choc de réalité. L'Allemagne, qui est pourtant connue pour son pragmatisme froid et calculé, valide de facto cette nouvelle posture par sa volonté de signer ces accords et de délocaliser son industrie. Mais pourquoi il cède autant, selon toi ? Parce que la réalité matérielle s'impose. L'urgence de remplacer le gaz russe, combinée à l'urgence de respecter les objectifs climatiques, ça balaye les considérations diplomatiques d'hier. La survie économique avant tout ? Pour l'industrie allemande, la survie passe par une énergie verte abondante et fiable. Si le partenaire qui peut fournir cela exige en retour un transfert massif de technologie et un alignement diplomatique, le pragmatisme allemand dit d'accord.
C'est une redéfinition brutale des alliances. Des alliances basées uniquement sur l'utilité immédiate et structurelle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on essaie de tirer les leçons globales de ce document? On peut en tirer une leçon majeure. Vas-y. Si on sort du cadre strictement algéro-allemand, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur la façon dont le monde tourne aujourd'hui? La grande leçon, c'est que la géopolitique de l'énergie verte va être au moins aussi impitoyable et transformatrice que l'a été la géopolitique du pétrole au XXe siècle. Ah ouais. On change juste de carburant, mais les enjeux de pouvoir restent les mêmes, voire plus intenses. La transition écologique n'est pas juste une affaire de panneaux solaires et de sauvetage du climat. C'est un véritable séisme stratégique qui détruit d'anciennes alliances et en forge de nouvelles à une vitesse fulgurante. Les pays qui sont capables de maîtriser, de produire et de sécuriser ces nouvelles filières décarbonées voient leur capital diplomatique exploser en un temps record. Exactement. C'est fascinant de voir à quel point les cartes sont rebattues sous nos yeux. Les amitiés historiques entre nations, parfois construites sur des décennies de traités ou d'habitudes institutionnelles, elles ne pèsent soudainement plus très lourd face à la nécessité absolue de trouver du carburant propre. L'Allemagne a un besoin existentiel d'hydrogène. L'Algérie a besoin de diversifier son économie par des transferts technologiques et exige la reconnaissance de sa suprématie régionale. Les deux intérêts s'imbriquent parfaitement. Et tant pis si cela provoque l'incompréhension à Paris ou des sueurs froides dans les autres capitales du Maghreb. En fin de compte, ce texte illustre que, dans le nouveau désordre mondial, la fiabilité technique et la capacité à garantir la stabilité d'infrastructures critiques valent bien plus que l'ancienneté d'un carnet d'adresses diplomatique. La capacité à projeter la stabilité et à fournir l'énergie du futur est devenue la seule véritable monnaie d'échange international. Et cette réflexion nous pousse naturellement vers une interrogation beaucoup plus large, tu vois. Une question qui découle directement de la mécanique qu'on vient d'analyser. Une question qui dépasse le cadre de Berlin et d'Alger, j'imagine. Largement. Si l'on constate qu'une ressource nouvelle comme l'hydrogène vert, combinée à une position géographique clé, possède le pouvoir d'élever instantanément une nation au rang de partenaire mondial indispensable Ouais. et de forcer la première puissance européenne à revoir sa copie diplomatique, les implications sont colossales pour le reste du globe. Où veux-tu en venir exactement? Eh bien, je me demande quels sont les autres pays qui, aujourd'hui même, préparent un basculement similaire dans l'ombre. Ah, c'est une super réflexion, ça. Quand on regarde la carte du monde actuel, on a tendance à focaliser notre attention sur les superpuissances traditionnelles ou les grands pays émergents qu'on voit partout dans les médias. Les BRICS, ce genre de choses? Exactement. Mais si la combinaison d'un ensoleillement massif, de vents constants, de vastes territoires et d'infrastructures en développement constitue le nouveau pétrole, alors notre perception de la puissance est peut-être déjà obsolète. C'est fou d'y penser comme ça. Quels sont ces pays en Afrique subsaharienne, dans les steppes d'Asie centrale ou sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud qui sont aujourd'hui sous-estimés? Des pays ignorés par la diplomatie classique, mais qui pourraient bientôt tenir le monopole des ressources critiques de la prochaine décennie. Parce que la capacité à produire cet hydrogène vert ou même à raffiner les minerais nécessaires à la transition, ça pourrait transformer des pays considérés hier comme périphériques en véritables faiseurs de rois. Tout à fait. Les faiseurs de rois de l'économie mondiale de demain. C'est vraiment une invitation à observer le monde avec un regard neuf et à repérer ces futurs géants avant qu'ils ne dictent leurs conditions. C'est une perspective qui donne presque le vertige et qui boucle parfaitement notre réflexion d'aujourd'hui. Ce document nous prouve que l'avenir n'appartient pas forcément à ceux qui ont écrit l'histoire. Non, il appartient à ceux qui construisent les moteurs de demain. C'est une belle conclusion. Les frontières géographiques ne bougent peut-être pas sur le papier, mais les lignes de force, les réseaux d'influence et les alliances stratégiques sont en pleine mutation. Des mutations fluides, dictées par la nécessité et l'innovation. Et c'est justement pour repérer ces signaux faibles, pour décrypter ces changements majeurs avant qu'ils ne deviennent de simples évidences, que l'on continuera de plonger au cœur de ces sources. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration